Bonsoir et soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut les amis, Bonsoir. bienvenue à vous. L'actualité du jour, c'est Emmanuel Macron qui veut accélérer la réindustrialisation du pays en lançant 150 grands projets. Il l'a dit hier lors d'un conseil des ministres délocalisé dans l'Allier. C'est la méthode Notre-Dame de Paris. C'est pas compliqué. C'est-à-dire un projet identifié, une chaîne de commandement claire, des gens à qui on rend compte et des délais records qu'on doit tenir. C'est en quelque sorte les cathédrales industrielles de l'indépendance française. Le chef de l'État veut aller vite et fort, surmonter blocages et lourdeurs administratives sur le modèle de la reconstruction de Notre-Dame. Est-ce la bonne méthode ? Doit-on s'affranchir de certaines règles, notamment environnementales, pour être plus efficace ? La reconquête de la souveraineté industrielle doit-elle se faire à l'échelle de la France ou de l'Europe ? On en débattra, puis on vous retrouvera en fin d'émission, Marie Bodissot et Théophile Cossat. On va parler de Donald Trump. Impossible de passer à côté de lui en ce moment. Et on n'est pas prêt de l'oublier. Figurez-vous qu'un peu partout sur la planète poussent des Trump Towers. Vous savez, comme celle à New York avec Trump marqué en gros dessus. Pourquoi les Trump Towers ? Je vous raconte comment ça marche. Et vous, Marie ? On parle de ces touristes occidentaux qui débarquent en Chine pour profiter de ces hôpitaux. Le tourisme médical, une nouvelle tendance en pleine expansion, paraît-il. Eh bien, tout à l'heure, Marie. Mais pour commencer, un écrivain fasciné par l'exercice du pouvoir. Dans son nouveau roman, Submersion, Marc Duguin continue d'explorer le cynisme des puissants qui nous gouvernent. Un président est percuté de plein fouet par une série de crises violentes. Il tente de s'accrocher coûte que coûte au pouvoir. Toute ressemblance avec des personnages existants est-elle vraiment fortuite ? On retrouve Marc Duguin dans un instant. Bonsoir Marc Duguin. Bienvenue Bonsoir. à vous. Laissez-moi vous présenter Fanny Veil et Valérie Brochard. Bonsoir. Marc Duguin, écrivain, réalisateur bien sûr. Et voici votre nouveau livre, Submersion, aux éditions Albin Michel. Submersion, ce titre, il fait d'abord référence dans le roman, Marc Duguin, à une énorme vague qui déferle sur la ville de Cannes. À peine 3 semaines du début du festival de Cannes. Pourquoi est-ce que vous en voulez tant à cette bonne ville ? Non, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait que les scientifiques avaient émis un rapport comme quoi dans les 30 ans qui venaient, il y aurait un tsunami à Cannes, sur la côte. Et bon, vous savez, quand on est écrivain, on cherche toujours une petite accroche dramatique, donc j'ai pris ça. Voilà. Et c'était un peu, et c'est d'ailleurs le tsunami que j'ai écrit avant, qui est un peu dans la même veine, finissait là-dessus, donc j'ai repris. Et on va le voir, effectivement, ce tsunami. Donc, c'est pas pour tout de suite, 30 ans. On a peut-être le temps de voir venir. Marc Duguin, tout de suite, si vous êtes là, évidemment, c'est parce que vous avez le profil idéal. Et c'est ce que nous démontre tout de suite Gaël Legras. Marc Duguin, le personnage principal de votre dernier roman, est le président d'une république française en crise. Vous vous intéressez souvent au pouvoir et à ses mécanismes pour nous permettre de mieux les comprendre. Vous avez donc le profil idéal. Homme de pouvoir vous-même au cœur des années 90, puisque vous dirigez une compagnie aérienne privée qui compte des centaines de salariés, vous publiez votre premier roman en 1998. Dans la chambre des officiers, vous vous inspirez de votre grand-père Eugène, un ex-poilu qui avait été défiguré au début de la Première Guerre mondiale. Enfant, à ses côtés, vous participiez aux rencontres qu'il organisait avec d'autres gueules cassées. Vous vous demandez alors comment des dirigeants ont pu envoyer cette classe d'âge à la boucherie. De là est née une forme de fascination-répulsion pour le pouvoir. Ça a créé chez moi une sensibilité assez particulière à cette époque. Ça m'a donné envie de ressusciter cette période et d'essayer de faire partager ce que ces gens-là ont vécu et comment ils l'ont vécu. Presque tous vos livres évoquent ce thème du pouvoir éminemment romanesque. Dans La malédiction d'Edgar, en 2005, il est question de John Edgar Hoover, célèbre et impitoyable patron du FBI de 1924 à 1972. En 2007, avec Une exécution ordinaire, vous vous penchez sur l'autoritarisme en Russie, de Staline à Vladimir Poutine. Je le cite souvent, mais c'est vrai qu'il y a cette phrase magnifique de Kundera qui dit que les écrivains sont là pour redonner aux mots le sens que les hommes de pouvoir leur ont enlevé. Et ça, j'y crois beaucoup. L'emprise, quinquennat, ultime partie constituent une trilogie ancrée au cœur de la politique française, des grandes multinationales et des services secrets sur fond de corruption. Aujourd'hui, dans Submersion, suite du précédent roman intitulé Tsunami, le président au pouvoir évoque son prédécesseur en ces termes. Surnommé le méprisant de la République, il avait fini par ne voir dans le peuple qu'une abstraction vulgaire.
Et Submersion, ce nouveau roman, Marc Duguin, s'achève par cette phrase de votre héros, donc de ce président, cette épitaphe, dit-il, qu'on pourrait graver sur le marbre de la pierre tombale qui recouvrira ma courte carrière. Je cite: « La politique, c'est la trahison des consciences, l'asservissement à des intérêts triviaux, l'affaissement de soi plutôt que sa propre élévation. » Est-ce que c'est ça votre regard, vous, aujourd'hui, sur la vie politique ? Vous savez, on n'est jamais totalement responsable de ce que disent nos personnages. J'assume en partie, mais je suis probablement moins pessimiste quand même que ça. C'est-à-dire que je crois que la politique, on peut s'élever avec la politique. Le problème, c'est qu'on ne le constate pas beaucoup. On voit plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt privé, du carriérisme, des petites magouilles, Et ça me choque d'autant plus qu'on est dans une période qui est... Bon, je ne suis pas tout jeune, et je crois que je n'ai jamais été confronté à une période aussi décisive que celle qui est en train de se jouer là maintenant. J'ai connu la guerre froide, j'ai connu la chute du mur, et là, je vois arriver à la fois de l'Est et de l'Ouest des vents mauvais, comme on dit, et je vois une république assiégée, qui est la nôtre, qui en plus est une cible. C'est-à-dire que la France est considérée comme le maillon faible de l'Europe, à la fois par les Américains et à la fois par les Russes. On le sent dans ce que vous écrivez, dans ce que vous dites aussi dans les entretiens, c'est que pour vous, à vos yeux, les personnalités politiques d'aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et pourtant, la Ve République, aujourd'hui, elle nécessite des personnalités fortes qui n'existent pas, qui n'existent plus. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On change la Constitution ? Alors, si vous voulez, c'est pas un phénomène finalement si original que ça, parce que au moment de la débâcle, la Troisième République est en train de s'affaisser complètement. Et puis il y a cet homme providentiel. Et c'est ça qui est intéressant dans la politique, c'est que parfois les circonstances créent des personnages qui sortent totalement de l'ordinaire. Ce qui nous manque là, c'est un De Gaulle, en fait, ce que vous voulez dire. Comment ? Ce qui manque, c'est un général De Gaulle. Là, Alors, ce qui manque, c'est pas De Gaulle par lui-même. On va pas dupliquer. Mais c'est quelqu'un qui a une conscience profonde des enjeux et qui est capable de s'élever au-dessus des partis et qui est capable de mener le pays. Ce qui aujourd'hui est extrêmement douteux, parce que vous disiez, est-ce qu'il faut changer de République ? Peut-être, parce que la Ve République, est-ce qu'elle est adaptée à la situation politique actuelle ? Je laisse ça aux experts politiques. J'en doute. Votre personnage, votre président dans Submersion, lui, il envisage, pour reprendre la main, pour garder le pouvoir absolument, il envisage un référendum avec cette idée que s'il dissout l'Assemblée nationale en cas de dissolution, ça c'est déjà vu, il envisage, lui, il veut que les députés qui seront démis de leur mandat ne puissent pas se représenter pendant 5 ans. Ça, c'est une idée qui est foncièrement antidémocratique. Le président dissout et plus personne, tout le monde perd son mandat en quelque sorte, sauf lui. Non, c'est pas dans cet esprit-là. En fait, l'esprit de ce qu'il fait, c'est de la fiction. Oui. C'est de dire, prenez vos responsabilités. C'est-à-dire que l'idée, les politiques pensent toujours qu'ils vont s'en sortir. C'est-à-dire, bon, dissolution, pas dissolution, je suis là, je vais arriver à me remettre dans le circuit. Si on leur dit, écoutez, la dissolution, c'est quelque chose de grave, et on l'a vu, donc prenez vos responsabilités. Si je dissous, dit le président, évidemment pas moi, si je dissous, pendant 5 ans, vous cédez la place à quelqu'un d'autre, puis vous reviendrez après. Mais vous verrez que la gamelle ne sera plus servie de la même façon. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a quand même, dans notre classe politique, et moi je parle beaucoup avec des politiques et avec des observateurs de la vie politique. On le comprend. Et beaucoup me disent qu'il y a quand même beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui sont dans une optique de perdurer. Tout être tend à persévérer dans son être, disait je ne sais plus qui. Et en politique, c'est particulièrement vrai. Alors Marc Duguin, on s'en souvient, votre premier roman, La Chambre des officiers, était inspiré du destin de votre grand-père. Et Fanny, votre grand-père, qui était une gueule cassée de la Première Guerre mondiale. Et Fanny, justement, on va partir en Ukraine avec vous, où de nombreuses gueules cassées du conflit en cours sont désormais soignées par des médecins français. Oui, au Superhuman Center, ouvert en 2022, année de l'invasion russe, près de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. C'est une clinique
ultra moderne qui accueille les blessés les plus graves, amputés ou effectivement gueule cassée, qu'ils soient civils ou militaires. Pour les soigner, une équipe de chirurgiens français dirigée par le professeur Chloé Bertolus de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Un visage arraché, dit-elle, c'est la déshumanisation. Ma mission est de reconstruire pour que ces gens passent inaperçus. C'est la 9e fois qu'elle se rend en Ukraine pour opérer, réopérer, échanger avec les médecins ukrainiens. Une coopération qui doit durer 5 ans. Marc Duguin, vous avez effectivement écrit sur les gueules cassées de la Première Guerre mondiale dans la Chambre des officiers. Bon, finalement, on est plus de 100 ans plus tard et rien n'a changé. Ce qui a changé probablement, c'est quand même le niveau de la science. C'est-à-dire que les résultats qu'obtiennent les médecins aujourd'hui sont bien plus intéressants que ce qu'on avait pendant la guerre de 14. Moi, mon grand-père a été opéré de 1914 à 1919, 11 fois, à l'éther. Et à la fin, il me tirait, quand je l'ai connu, il me tirait la langue par le nez. Donc vous imaginez la destruction. Aujourd'hui, il y a de la vraie, il y a eu de la reconstruction, et d'ailleurs, plein de médecins de maxillofacial ont fait leurs armes à cette époque-là. Et aujourd'hui, heureusement, les techniques ont évolué. Et d'ailleurs, les médecins français sont certainement parmi les meilleurs au monde là-dedans. Vous avez travaillé et vécu aux États-Unis. Il est aussi question de Trump dans cet ouvrage. Quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec les États-Unis ? Un très mauvais rapport. Expliquez-nous. C'est-à-dire que je suis extrêmement choqué de voir que si vous voulez, je vais vous parler de mon autre grand-père, qui lui a fait la guerre dans l'armée américaine, parce qu'il était à New York au moment de l'invasion allemande, et il s'est engagé dans l'armée américaine, donc il a libéré la France avec les autres. Donc je ne me sens pas de dette particulière avec les Américains, sachant que c'est surtout les Russes qui ont mis par terre l'armée allemande. Bon, les Américains ont fini le travail, c'est d'accord. Mais moi, j'ai aimé l'Amérique. J'ai aimé l'Amérique de la contre-culture, qui a été un mouvement extraordinaire, à la fois artistique, philosophique. Et cette Amérique qui est là est une Amérique qui me consterne, en fait. Ça, c'est Trump dont vous parlez. Ouais. Oui, l'Amérique de Trump, c'est une Amérique qui me consterne parce que c'est une Amérique qui, pour moi, est une Amérique ennemie. On n'est même plus dans... On a toujours su que les Américains étaient des amis... relatif. Mais là, on a vraiment... pour moi, Trump est notre ennemi autant que Poutine l'est. Votre personnage, votre président dans Submersion, a la phrase suivante: bien qu'ils aient des méthodes différentes des Russes, ils sont clairement nos adversaires, les Américains. Trump, Poutine, vous les renvoyez dos à dos quasiment. Les méthodes sont différentes, mais en tout cas... Les méthodes sont différentes, sauf que là, si vous me permettez cette petite aparté sur la crise en Iran, sur la guerre en Iran, ce que je vois, c'est que les grands perdants de cette histoire, ça va être les Européens. Avec la montée des prix du pétrole, avec un retour de l'inflation. Et Trump le sait parfaitement. Et on va être encore plus perdant parce qu'en Ukraine, évidemment, toutes les armes qu'ils ont utilisées là, on ne peut pas les utiliser en Ukraine. Et donc, Poutine reprend accès au marché du pétrole avec une joie mal dissimulée. Donc on va vers quelque chose d'assez terrifiant. Merci Marc Duguin, merci. On va vers cette addition de crise qui submerge justement le président futur à venir. C'est en tout cas le héros de votre roman Submersion aux éditions Albin Michel. Merci Marc Duguin d'être passé ce soir par le plateau de 28 minutes. Merci beaucoup. On passe maintenant à notre débat du jour sur l'enjeu de la réindustrialisation. Emmanuel Macron veut accélérer. Il ambitionne de s'inspirer de la méthode Notre-Dame, dit-il, pour essaimer dans le pays 150 cathédrales industrielles, des grands projets pour reconquérir notre souveraineté économique. Est-ce bien raisonnable? Doit-on contourner des règles, notamment environnementales, pour être plus efficace? On en parle juste après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Emmanuel Macron aime les symboles. C'est à Montluçon, ville de l'Allier, au riche passé industriel, qu'il a présidé hier un conseil des ministres délocalisé avant de lancer un gigantesque chantier. Merci messieurs, dames. Faut que j'aille à la mine. Le chef de l'État s'est rendu à Échassières pour inaugurer cette mine de lithium, un précieux métal indispensable à la fabrication des batteries de voitures électriques. Un décor idéal donc pour donner un coup d'accélérateur à 150 projets stratégiques destinés à renforcer la souveraineté industrielle de la France dans la santé, la défense, l'agroalimentaire ou encore l'énergie. C'est plus de 70 milliards d'euros d'investissement, c'est 30 000 emplois, c'est 63 départements concernés. C'est en quelque sorte les cathédrales industrielles de l'indépendance
française. Depuis les années 70, la France est le pays d'Europe qui s'est le plus désindustrialisé sur fond de tertiarisation de l'économie, de délocalisation et de plans sociaux en série. Le site de l'ECA, il va fermer. L'entreprise de l'ECA est foutue. Si les dirigeants n'avaient pas à faire des usines en Chine, de toute façon, on n'aurait pas eu le problème de plus avoir d'emploi maintenant et puis faire des grippins en Chine beaucoup moins cher. Pour inverser la tendance, l'exécutif tente de séduire toujours plus de nouveaux investisseurs étrangers grâce à ses sommets Choose France. Il mise également sur un décret publié hier qui permettrait de réduire d'au moins 1 an les délais de traitement des recours contre des implantations industrielles pour des raisons environnementales. Une tendance à la simplification et à l'allègement des contraintes régulièrement dénoncées par les écologistes. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans la pêche, que ce soit dans l'industrie, quand vous revenez sur un certain nombre de choses, bon, ça se fait plutôt au détriment de l'environnement. Alors faut-il réindustrialiser à tout prix? La France est-elle suffisamment attractive? A-t-elle les moyens de rattraper le temps perdu? Eh bien, nous allons voir ça tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints sur ce plateau. À mes côtés, Nicolas Dujardin. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes industriel, directeur des opérations du groupe Océinde. Alors, c'est un conglomérat de PME implanté dans de nombreux pays. Votre domaine d'activité, en 2 mots? En 2 mots. En un mot 4, on a 4 business units. Fabrication de peinture, alimentaire, pompe à chaleur et télécom. Eh ben voilà, merci. Je rappelle que le titre de votre livre, c'est Réindustrialiser autrement ou mourir, qui paraîtra aux éditions de l'Aube en juin prochain. Selon vous, Nicolas Dujardin, si l'on pouvait répliquer la méthode Notre-Dame, celle à laquelle faisait allusion Emmanuel Macron partout, eh bien on l'aurait déjà fait, dites-vous. Il faut surtout un cadre légal clair, un engagement de l'État stable dans le temps, le tout en fonctionnant à l'échelle européenne. À vos côtés, Anaïs Voigilis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes géographe, spécialiste des enjeux industriels en Europe. Vous avez publié aux éditions Presse de la Cité Pour une révolution industrielle. Selon vous, réindustrialiser, c'est maintenir nos industries historiques que sont l'acier ou l'aluminium. Dites-vous, on a besoin de ces industries de base pour notre souveraineté et pour maîtriser les chaînes de valeur. Et à vos côtés, Lucille Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Présidente du think tank La Fabrique écologique, vous avez publié cette semaine au PUF, aux Presses universitaires de France, Urgence politique, nécessité écologique. Et selon vous, Lucille Schmitt, la réindustrialisation présentée par Emmanuel Macron met l'écologie de côté. Il ne parle que du nucléaire et de la voiture électrique, dites-vous, mais sans aborder vraiment le sujet des énergies renouvelables ou par exemple d'un agroalimentaire plus bio. Tout de suite, Valérie, pour ouvrir ce débat, vous avez une méthode qui est la méthode du jour. Bah oui, la méthode Notre-Dame. Évidemment, Emmanuel Macron l'affirmait, il voulait l'appliquer à 150 projets industriels partout en France. Pour le chef de l'État, cette méthode, je le cite, c'est pas compliqué, c'est un projet identifié, une chaîne de commandement claire, des gens à qui on rend compte et des délais records qu'on doit tenir. Anaïs Voigilis, on se souvient évidemment du général Georgelin qui avait pris en charge la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Est-ce que là aussi, dans les mots d'Emmanuel Macron, vous entendez une méthode presque militaire, au moins dans le vocabulaire? Est-ce que ça veut dire que pour réindustrialiser, il faut tout dépasser, rouler par-dessus tous les obstacles? Alors, je ne pense pas que la méthode proposée soit exactement de rouler par-dessus tous les obstacles. Je pense qu'il ne faut pas non plus la caricaturer. Cette méthode, elle répond aussi à une réalité, des délais administratifs qui peuvent être longs, des projets qui peuvent se retrouver décommandés de ce fait. Ça veut dire qu'il y a un bon équilibre à trouver entre réduire certains obstacles administratifs tout en préservant les enjeux environnementaux. Par contre, moi, je trouve que là où il y a un défaut, et même 2 défauts. Un, c'est quelle est la vision derrière ça? C'est-à-dire qu'on parle de souveraineté, mais on a aussi des discours sur la transition écologique. Comment on aligne tous nos objectifs et où est-ce qu'on veut aller en termes de maîtrise de notre outil industriel au regard du contexte géopolitique actuel. C'est une méthode qui ne pose pas du tout les questions du monde dans lequel on évolue avec les surcapacités de production, etc. Et la dernière chose, c'est 150 sites, 150 projets qu'on juge stratégiques. Qui décide de ce qui est stratégique ou non? Qu'est-ce que font tous les autres chefs d'entreprise qui ne se retrouvent pas dans un projet qui est dit stratégique? Donc là, on va implanter des sites, c'est très bien, mais derrière, comment on s'assure que l'industrie existante perdure et que ça s'inscrit dans une logique d'écosystème? Sinon, on va rester dépendant des autres en termes de chaîne de valeur. Nicolas Dujardin, cette méthode inspirée donc de Notre-Dame, est-ce qu'elle est applicable à des dossiers industriels?
Alors, je ne crois pas qu'on puisse mettre un militaire derrière chaque projet industriel, ça ne marchera pas. Déjà, Ils ont autre chose à faire déjà. Notre-Dame, c'était une reconstruction, on restaurait un patrimoine. Oui, alors, pour rebondir un peu sur ce que dit Anaïs, il y a quand même de l'industrie, on a besoin de planification, en fait, on a besoin de temps long. Donc Notre-Dame, on l'a reconstruit en faisant un sprint. Très bien, tant mieux. 5 ans. Mais 5 ans. Bon, alors effectivement, à l'échelle de l'industrie, c'est pas très long, 5 ans. Mais aujourd'hui, effectivement, si vous pouvez déjà effectivement réduire les différents délais administratifs, réduire l'État qui est un obstacle, essayer de mettre à disposition du terrain, etc., forcément, on irait grappiller du temps et on aurait la possibilité de se projeter justement sur ce temps long et cette stabilité dont les industriels ont absolument besoin. Oui, Lucille Schmitt, quitte à s'affranchir des enjeux environnementaux, c'est un peu ça l'idée ? Un ensemble de normes, en tout cas, de règles. Je pense que ce qui est important, c'est surtout de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, quand on dit industrie, de quel secteur parle-t-on ? Typiquement, là, le lithium, on sait que c'est extrêmement gourmand en eau, par exemple. Le lithium, c'est gourmand en eau, mais ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, l'usine Emeris, donc dans l'Allier, pourrait, par exemple, permettre de faire des batteries pour équiper 700 000 véhicules. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on continue à penser le processus industriel comme au XIXe siècle, dans une optique strictement productiviste et sans tenir compte en fait des nouveaux défis du XXIe siècle, qui sont les défis effectivement des réchauffements climatiques, de la disparition de la biodiversité, de la mondialisation, qui est quand même un vrai sujet. Est-ce que vraiment la question de la souveraineté, qui est une question, comment dirais-je, qu'on comprend très bien sur le plan militaire, qu'on comprend très bien lorsqu'on est français, est-ce que ça peut s'appliquer tel quel à l'industrie ? Je crois pas. Je crois que le sujet, c'est justement comment est-ce qu'on construit des chaînes de valeur qui, par exemple, peuvent être européennes, comment est-ce qu'on se remet à maîtriser les ressources stratégiques, mais est-ce que l'idée de souveraineté peut être telle quelle projetée dans l'industrie ? C'est un sujet. Est-ce qu'on produit trop, à vos yeux ? Il faut moins produire quand vous critiquez cette logique productiviste ? Je critique la manière dont on projette un avenir qui serait en fait identique à l'avenir actuel et dans lequel, à la situation actuelle, dans lequel on pourrait imaginer que, par exemple, on remplace une voiture thermique par une voiture électrique. Ça, je le critique. Je le critique parce que je pense que lorsqu'il s'agit des mobilités, on peut tout à fait imaginer des transports en commun, on peut tout à fait imaginer de rapprocher le travail et le domicile. Donc il y a un sujet de système et un sujet de projet de société. Et je trouve que là, dans le discours d'Emmanuel Macron, on imagine quelque chose d'identique. Simplement, c'est du 1 pour 1. Et à mon avis, ça, c'est pas réaliste lorsqu'on veut imaginer un projet de société. Anaïs Voigelis, vous êtes d'accord avec cette vision-là ou est-ce qu'il faudrait repenser toute la méthode finalement ? Je suis d'accord sur tout. Je ne sais pas, en tout cas, je suis d'accord sur l'idée que l'industrie est au service d'un projet de société. Et que derrière, en fonction du projet de société qu'on définit, on va définir des politiques industrielles qui vont servir ces objectifs-là, des politiques environnementales, des politiques d'aménagement du territoire. Mais donc là, on se trompe de route ? Aujourd'hui, on ne pose pas. Ce qui a été dit sur la question de la mobilité, on n'interroge pas la question de la mobilité. On se dit qu'il faut qu'on soit souverain, c'est-à-dire maîtriser la production sur le territoire. Et ça, c'est un fait. Mais la souveraineté, elle passe aussi par la question de la sobriété. Moins consommer, c'est moins dépendre des autres. Elle passe par l'économie circulaire. Donc, on mélange un petit peu tout. Et ce qui est intéressant, notamment si on prend le projet d'Imeris, mais il y a eu d'autres projets qui ont fait l'objet de contestations, c'est qu'est-ce que disent ces contestations ? C'est que les contestations, on se dit, quand elles sont visibles, elles sont contre un projet industriel. Et pas toujours, en fait. Parfois, ce qui est interrogé, c'est le modèle industriel défendu par ces projets, éventuellement la concurrence dans l'allocation des ressources entre ce projet industriel et l'attente des citoyens localement. Mais non, une chose est sûre, c'est oui, produire a un impact environnemental, mais consommer a un impact environnemental. Et produire sur notre territoire sera toujours mieux que externaliser au loin les conséquences de nos choix. Et donc ça pose comment on le fait et qu'est-ce qu'on veut faire. Et si on ne veut pas produire quelque chose chez nous au nom d'un intérêt environnemental, pourquoi nous n'en interdisons pas carrément l'importation ? Dans ce cas-là, soyons logiques et cohérents. Dans le discours, en tout cas, d'Emmanuel Macron, pour cette réindustrialisation, ces 150 grands projets industriels, il faut que la France, évidemment, se montre attractive pour attirer un certain nombre d'investissements. Fanny, est-ce que la France est aujourd'hui toujours en manque d'attractivité économique ? Et en 2025, d'après Bercy, il y a eu certes plus d'ouverture d'usines que de fermeture, mais la dynamique ralentit. Alors la France a-t-elle un problème d'attractivité ? Les intentions d'investissement ont en tout cas chuté de 18% entre 2024 et 2025. L'an dernier, le nombre de dossiers déposés, environ 1300, a atteint son plus bas niveau depuis 7 ans. C'est ce que révèle le baromètre de la 7 filiale de la Caisse des dépôts avec le cabinet Ancoris. Ils ont demandé à des patrons de toute nationalité s'ils avaient ou non l'intention d'implanter une entreprise en France dans les 2 années à venir. Résultat, la baisse touche tous les secteurs. Logistique et commerce de gros, moins 26% d'intention. L'industrie, moins 10%. Le secteur tertiaire aussi, moins 8%. Alors,
comment on explique cette baisse de l'attractivité alors que la France se targue justement d'être le pays le plus attractif d'Europe? Eh bien, parmi les facteurs évoqués dans l'étude, l'instabilité politique, le coût du foncier, les difficultés de recrutement, mais aussi la lourdeur administrative française. Sur 10 patrons interrogés dans l'étude, 8 réclament une simplification des règles, loi sur l'urbanisme, loi sur l'environnement, droit du travail, entre autres. Nicolas Dujardin, vous qui accompagnez justement des entreprises dans leur développement, est-ce que vous confirmez, est-ce que c'est plus compliqué en France qu'ailleurs? Alors, la France n'a jamais été effectivement très agile, on va dire, sur l'administratif. C'est pas notre savoir-faire. On a un savoir-faire d'ingénieur, on a un savoir-faire d'industrie. C'est des choses qu'on peut exporter, en fait. En revanche, travailler en France actuellement, on est dans une économie qui va pas bien. Les investissements sont compliqués. Le temps est long, administrativement. Et on a des engagements et, on va dire, une planification de l'État qui n'est pas stable. Et donc, on a ces pics et ces creux qui font une certaine violence dans nos processus d'investissement, qui donnent moins de confiance, en fait, à nos différents entrepreneurs et nos différentes industries. Dans quel domaine, par exemple, vous avez... Aujourd'hui, dans toutes les industries, vous voulez monter une usine, c'est toujours le même exemple, mais vous avez à peu près 15 à 17 mois avant vos autorisations. Aujourd'hui, on commence à faire des choses, mais Sébastien Martin a annoncé certaines bonnes nouvelles, mais on est toujours sur des temps qui sont beaucoup trop longs pour attirer suffisamment d'investisseurs étrangers. Vous, par exemple, vous disiez que vos PME sont implantées dans plusieurs pays. 15 à 17 mois, ça c'est le temps moyen en France et ailleurs. Donc quels autres pays vous pouvez nous... Et quel délai? En fait, il ne faut pas vraiment s'appuyer sur les temps moyens. On le dit en France parce que c'est une règle qui... Voilà, on le sait, c'est comme ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est toujours de reprendre cet exemple de Elon Musk qui a voulu installer sa Gigafactory dans le nord de la France. Xavier Bertrand lui a dit « je vous le fais en 6 mois ». Très bien. Le président de la région Hauts-de-France, oui. Voilà. Il a traversé la frontière. Les Allemands lui ont dit « je vous le fais en 3 semaines ». OK. La Gigafactory, elle est partie en Allemagne. Donc en fait, si vous voulez, sur des régimes de dérogation, sur des régimes exceptionnels, on est en capacité de faire beaucoup plus vite. Mais Lucille Schmitt, est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu d'exagération du côté des industriels? On le sait, là, il y a aussi les délais de recours qui ont donc été réduits à 10 mois maintenant. Est-ce que ce n'est pas tout simplement le carnet de commandes qui se réduit? Il y a plusieurs choses. D'abord, je voyais que dans votre documentaire initial, vous parliez de Choose France et de la façon dont Emmanuel Macron se targue du fait que les investissements étrangers viennent en France. Rappelez que la plupart de ces investissements étrangers ne sont pas des investissements industriels. Ce sont d'abord des investissements dans le secteur des services. Ouais. Donc les 8 patrons sur 10, moi, je pense que la plupart, ce n'est pas des patrons industriels. Ensuite, par rapport à ce que vous dites sur la question des délais, moi, je pense que dans un grand pays développé, c'est normal d'avoir un certain nombre de délais administratifs. Peut-être qu'il y a des lourdeurs, mais le sujet, c'est aussi de pouvoir contrôler, je le rappelle, la bonne foi, en fait, des industriels, le fait que lorsqu'on promet 1000 emplois, directs ou indirects, la qualité de ces emplois soit au rendez-vous. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'argent public en France pour aider ces industriels et que, aujourd'hui, le débat sur la façon dont on utilise l'argent public sans conditionnement de la qualité des emplois, sans conditionnement de la possibilité de rester à long terme, d'un engagement de rester à long terme et en fait de véritablement délocaliser en France un savoir-faire, c'est un sujet. Et effectivement, comme vous le disiez, le sujet du fait que la France est un pays d'ingénieurs, un pays de grandes infrastructures, ça veut dire qu'on a aussi des atouts. Donc il faut arrêter aussi de se flageller et en permanence d'expliquer qu'on est bureaucratique. On est aussi un grand pays industriel qui a besoin de retrouver cette culture industrielle, mais qui, d'une certaine manière, aujourd'hui est aussi prisonnière de discours volontaristes, comme celui de Xavier Bertrand ou celui d'Emmanuel Macron, qui sont des discours déconnectés de la réalité. Alors retrouver en tout cas cette grande histoire industrielle que vous évoquiez à l'instant, pourquoi? Parce qu'on est quand même rentré aujourd'hui donc dans cette logique de réindustrialisation qui n'était plus du tout la nôtre au tout début du siècle, rappelons-nous, au tout début de ce siècle, l'industrie n'était plus du tout à la mode et un grand patron d'ailleurs allait même jusqu'à enterrer le concept d'usine, c'était en 2001 et c'est notre archive du jour. Une entreprise sans usine, c'est le dernier rêve de Serge Turuc, le PDG d'Alcatel. Il se donne 18 mois pour revendre à des sous-traitants français ou étrangers la majorité des sites de production de son groupe. Une stratégie déjà mise en œuvre ici à Laval, sur ce site de production de téléphones portables. Toute l'usine a été vendue. D'ici quelques semaines, les 711 salariés changeront d'employeur. Ils fabriqueront toujours des portables Alcatel, mais pour le compte d'un fabricant singapourien spécialisé dans l'électronique et les télécommunications. En France, Laval est le premier site à avoir été ainsi vendu. D'autres devraient suivre très rapidement. Coutances, Brest et Nanterre seraient menacés. Les syndicats redoutent la suppression d'1 millier d'emplois. Anaïs Voigelis, concrètement, depuis cette époque-là, combien la France aujourd'hui a perdu d'usines et d'emplois? Alors, on a perdu,
près de 2 millions d'emplois. Je ne saurais pas vous dire exactement le nombre d'usines. Derrière, il y a des choses qui sont liées à des gains de productivité, qui sont liées aussi à des transferts d'activités qui étaient avant détenus par l'industrie vers les métiers de service, comme la maintenance, le nettoyage industriel, la logistique, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le modèle de Serge Chourouk, qui est vraiment un emblème en France, en fait, était déjà existant dans les années 80. Il y a des entreprises qui sont nées sans avoir d'usine, qui n'ont pas jugé que le fait de produire était nécessaire sur le territoire, et ce qui explique qu'on a la concentration de certaines activités à certains points du globe, comme les semi-conducteurs à Taïwan, etc. Maintenant, on a eu une hémorragie en France qu'on n'a pas eu en Allemagne, parce qu'en Allemagne, l'industrie était le moteur de la réunification. En Italie, on avait une organisation industrielle très différente. Donc on a eu un moment, un pays qui a prôné l'innovation, se tourner vers les services, les savoir-faire. Et on a laissé l'industrie partir. Et aujourd'hui, rebâtir une force industrielle, il faut se dire que ça sera long et que ça sera coûteux. On est dans un monde où il y a des surcapacités de production et où on a été dopé à consommer des produits pas chers et qui ne respectent pas nos normes environnementales en termes de production. Donc faire le chemin inverse, on ne se rend pas compte de la marche que c'est, surtout dans un contexte européen où vous avez du dumping fiscal, du dumping social et du dumping environnemental. Justement, Nicolas Dujardin, ce chemin, il nous emmène où? Je rappelle que le titre de votre livre à paraître, c'est « Réindustrialiser autrement ou mourir ». Bon, mourir, on voit. Réindustrialiser autrement, c'est quoi? Comment est-ce qu'on réindustrialise autrement? Écoutez, je crois qu'il y a quand même quelques leviers qui sont clairement identifiés. On a parlé des autorisations. Ensuite, aujourd'hui, quand on parle d'une souveraineté industrielle, en fait, on parle aussi d'une Europe forte, quelque part. Et donc, il y a un moment où choose France, choose Europe, choose n'importe quoi. C'est en fait, la France doit aussi s'appuyer sur l'Europe et inversement, l'Europe doit s'appuyer sur une socle solide, en fait, français. On a des bons ingénieurs, on a un savoir-faire. Maintenant, ce savoir-faire, il faut l'utiliser et puis essayer d'aller chercher des parts de marché. On peut aller chercher des parts de marché à l'export. Vous prenez une usine, vous êtes confortable dans votre usine, vous êtes capable d'aller en monter une dans un autre pays. Vous faites grandir votre entreprise, vous embauchez. Ce n'est pas forcément uniquement en France, mais les dividendes reviennent, vous êtes capable de réinvestir et de développer les territoires, qu'ils soient en France ou à l'étranger, encore une fois. Donc ça, c'est un des premiers leviers, c'est l'export, mais c'est l'export industriel. Ce n'est pas juste fabriqué en France et puis commercialisé à l'étranger. Ensuite, donc on a l'innovation, évidemment, l'innovation qui doit en fait permettre de maintenir des savoir-faire industriels, et ça repose en partie sur une compétitivité et en partie sur un levier qui est quand même l'énergie, une énergie compétitive. Une énergie compétitive, ça permet aux industriels, comme Imerys, comme les minéraliers, comme les Aluminium Dunkerque, par exemple, qui sont des sites très énergivores, qui ont besoin de cette industrie énergétique compétitive. Vous parliez d'énergie, justement, Lucie Schmitt, avec la guerre au Moyen-Orient, les prix de l'énergie bondissent. Est-ce que, justement, ça peut être un frein à notre réindustrialisation en France ? Je pense qu'on s'aperçoit à chaque guerre de notre profonde dépendance aux hydrocarbures, alors que je rappelle qu'en 1974, on avait dit qu'on avait des idées, même si on n'avait pas de pétrole. Donc ce qui est intéressant, c'est l'inertie face à cette question des hydrocarbures. Alors, est-ce que ça va vraiment stopper les choses? Il y a toujours le problème de quand il y a la guerre et il y a la crise, est-ce que ça incite à changer ou est-ce que ça stoppe? En tout cas, ça oblige à réfléchir. Et moi, ce que j'observe, c'est que du coup, il faut quand même voir cette réindustrialisation. On parle tout le temps d'industrie verte. On doit s'interroger sur ce qu'on entend par là. Qu'est-ce que c'est que l'industrie verte? C'est certainement, effectivement, de fabriquer des voitures électriques. C'est certainement aussi adosser ça, comme vous l'avez rappelé, à un projet de société, qui soit un projet de société dans lequel on peut retrouver de la souveraineté, par exemple, par rapport à l'énergie qu'on produit. Emmanuel Macron a beaucoup parlé du nucléaire. Moi, je pense que parler, par exemple, des énergies renouvelables est un sujet très important, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les analyses qu'on fait, si on veut retrouver de la souveraineté énergétique, il faut à la fois faire du nucléaire et des énergies renouvelables. Et ce qui est très intéressant et assez dommage dans le débat public français, c'est qu'on continue à opposer le nucléaire, très souvent, et les énergies renouvelables, alors qu'on a besoin des deux, et que, d'une certaine manière, il faut choisir son camp. Donc, ne choisissons pas notre camp sur ce sujet-là, mais sortons de la dépendance aux hydrocarbures. Et faut-il aussi choisir son camp entre la France et l'Europe? À quelle échelle faut-il réindustrialiser, Valérie? En tout cas, il y a un personnage qui y a pensé. À Louvain, en Belgique, le 2 février dernier, c'est Mario Draghi qui tirait la sonnette d'alarme pour l'ancien président de la Banque centrale européenne. Eh bien, le vieux continent est en danger, ballotté entre Washington et Pékin. Et si l'Europe veut s'en sortir, eh bien, elle doit faire un choix. We are treated as a loose assembly of middle-sized states to be divided. This is a future in which Europe risks becoming subordinated, divided, and deindustrialized. So we must decide. Do we remain merely a large market
subject to the priorities of others? Or do we take the steps necessary to become one power? Anaïs Voigilis, quand on entend Mario Draghi, est-ce qu'aujourd'hui une politique industrielle nationale fait encore sens? Factuellement, la politique industrielle, c'est la compétence des États membres. Ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. L'Union européenne, elle a des compétences dans d'autres domaines, comme le droit commercial et autres. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que les États membres acceptent de participer à une coordination européenne qui serait beaucoup plus poussée, avec des feuilles de route beaucoup mieux établies, par exemple sur la production de principes actifs, la production de batteries, et rentrerait beaucoup moins en concurrence. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en effet, comme le rappelle Mario Draghi, des intérêts très divergents entre les États membres de l'Union européenne. Avec une concurrence interne entre les États, y compris sous forme de dumping parfois. L'Allemagne et les Pays-Bas n'ont pas intérêt à prendre des mesures très fortes aux frontières européennes. La Hongrie est capable de baisser sa taxation pour attirer des activités étrangères, notamment chinoises. Donc il y a un enjeu de est-ce que les Européens ont encore envie de se dire qu'ils ont un avenir commun? Et c'est la question qu'on se pose à chaque élection européenne. C'est une question qui va marquer le débat de l'élection présidentielle l'année prochaine. Moi, je pense que la réponse, au regard de la taille de marché et du monde dans lequel on est, avec les économies d'échelle qui ont été réalisées, elle est uniquement européenne, mais à la condition de se doter d'outils pour se défendre face à des rivaux systémiques. Et Nicolas Dujardin, parmi ces outils, il y en a un qui, c'était un gros mot dans toute l'histoire de la construction européenne pendant très longtemps, ça allait un petit peu moins. Est-ce qu'il faut songer à mettre en œuvre une forme de protectionnisme européen, justement? Aujourd'hui, on refait de nouveau face à un monde où il y a trois blocs. Il y a le bloc américain, il y a le bloc asiatique, et puis il y a l'Europe très morcelée. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, aucun pays ne peut faire face à la concurrence, aucun pays individuellement dans l'Europe ne peut faire face à la concurrence chinoise ou à la concurrence américaine. Donc on est obligé de chasser en meute quelque part. Donc pour rebondir sur ce que dit Anaïs, effectivement, on a un impératif de se mettre d'accord et de trouver une solution. C'est l'intégration européenne, chasser en meute, et se protéger davantage vis-à-vis extérieur. Alors, ma question sur le protectionnisme. Pour y venir, du coup, effectivement, évidemment, il faut acheter européen. Évidemment, il faut protéger certaines industries. Mais ce ne sera pas la solution, en fait. Aujourd'hui, tout ce qu'on met comme taxe anti-dumping aux frontières de l'Europe, elles vont pénaliser des circuits et des secteurs d'activité entiers. Et donc, il y a tout un tissu industriel de PME, de TI qui va souffrir de toutes ces taxes anti-dumping. Donc, de temps en temps, il faudrait que l'Europe aussi revienne un petit peu sur le terrain et puis aille voir ce qui se passe dans les entreprises. Merci à tous les trois, ce sera le mot de la fin en tout cas pour ce soir. Merci à tous les trois d'être venus débattre sur le plateau de 28 minutes. Tout de suite, l'actualité vue par Théophile Cossa et Marie Bonisso. Théophile va nous montrer que la Trump Tower s'exporte. Voilà que la Géorgie veut en construire une. Alors les Trump Towers, comment ça marche? Marie nous racontera, elle, que le tourisme médical s'envole en Chine. Mais d'abord, notre ami linguiste Thibault Nolte ausculte le mot vedette du jour. Ce soir, c'est Stradivarius, ce violon mythique dont un exemplaire disparu de très longue date viendrait de réapparaître du côté de Colmar. Et c'est entendu. A la chance de posséder un Stradivarius. Un violon Stradivarius. Ça, c'est un Stradivarius. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Stradivarius, nom latinisé du génie italien de la lutherie Antonio Stradivari, désigne un type de violon extraordinaire fabriqué par le maître dès la fin du XVIIe siècle. Le 20 avril, un grand quotidien national a relaté que lors d'une soirée vin et musique au musée de Colmar, a possiblement ressurgi un Stradivarius volé par les nazis en 1944. Ce violon, si c'est bien l'un des deux Stradivarius de 1719 portés disparus, a traversé 2 siècles et l'Europe avant d'être acquis en 1901 par un riche industriel polonais. Sans enfant, il confie l'instrument au musée de Varsovie peu avant sa mort. Et c'est là que s'en emparent des envahisseurs nazis mélomanes et que sa trace disparaît. Le Stradivarius, estimé à 10 millions d'euros, un autre avait été vendu 13 millions à New York en 2022, réapparaît à Berlin-Est en 89, puis à Strasbourg en 94, où il est acheté par son vraisemblable propriétaire actuel. À qui appartient-il vraiment? À lui? À l'État polonais qui le revendique? Aux neveux et nièces du riche polonais spolié? Au XVIIe siècle, la famille Stradivari avait fui la peste et s'était installée à Crémone, le berceau du violon, où le petit Antonio, orphelin à l'âge de 10 ans, apprend la lutherie, prospère et alimente en violon l'aristocratie locale. Il existe encore 650 Stradivarius dans le monde, la moitié de ceux fabriqués il y a 300 ans. 200 sont encore jouables, 26 sont légendaires.
une légende taillée dans un bois spécial. L'âge d'or des Stradivarius débute en 1706, quand le maître se met à travailler exclusivement l'épicéa du Val di Fiemme, qui a poussé en haute altitude dans des conditions climatiques rudes au cours d'une période surnommée le Petit Âge glaciaire. Et la magie du Strad est là, c'est grâce au froid que le son est si chaud. Merci Thibault Nolte. Salut les amis, Marie Bonisseau, Théophile Cossa. On va commencer avec vous Théophile. Théophile zoom ce soir sur les Trump Towers, les tours de Donald Trump. Elles poussent désormais au-delà des frontières américaines. Hein. Quand le bâtiment va, tout va, comme on dit. Une nouvelle Trump Tower vient donc encore d'être annoncé en Géorgie, et ça ne plaît pas à tout le monde. Dites-nous, c'est Trump Tower, comment ça marche, Théophile ? Si vous êtes déjà allé à New York, vous l'avez peut-être vu, hein, la Trump Tower, première du nom, construite dans les 80s sur la 5e avenue, avec cette façade toute gold, là, hein, ça, Trump il aime bien, ça fait riche, 58 étages, même si son site dit qu'elle en fait 68. It's so Trump, des restos, des bureaux, dont le siège de la Trump Organization, l'entreprise familiale, des appartes, tout en haut, le penthouse de Donald himself, là où il habitait avant la Maison Blanche. Bref, c'est l'original. Il y en a d'autres hein, aux US, en Floride, à Chicago, à Vegas. À chaque fois, le même concept, des hôtels, des restos, des appartes de luxe. C'est du business, hein, ça rapporte des sous. Et figurez-vous que des Trump Towers, il y en a aussi maintenant un peu partout sur la planète. Istanbul, Séoul, Manille aux Philippines, Mumbai en Inde, regardez, elle est toute gold celle-là. Uruguay, sans parler de celle en projet. Arabie Saoudite, Dubaï, Australie, Géorgie, la dernière en date. En août, Trump évoquait carrément l'idée d'en construire une en Corée du Nord. Et attendez, sky is the limit, ou plutôt non, puisqu'il enverrait même une sur la Lune. Regardez, il a posté cette photo générée par IA il y a quelques jours. Bon alors attention, dans sa vie, Trump il a annoncé beaucoup de projets, beaucoup n'ont jamais vu le jour. Des projets d'ailleurs pas toujours financés par la Trump Organization, qui passe aussi juste des deals d'exploitation de son nom avec des promoteurs, et parfois ça foire, au Mexique, au Panama, à Toronto. Et j'en passe. Et ces tours ne font pas toujours unanimité, Théophile, hein ? Non, en Australie, ça fait désordre. Hein. Même si c'est un projet privé, certains y voient le symbole d'une allégeance à Trump et sa politique, d'autant que la tour, si elle est construite, sera la plus haute du pays, 335 mètres. Les partisans, eux, disent, attends, c'est quand même intéressant. Un projet à 1,5 milliard $, ça va attirer les ultra-riches pour les JO de Brisbane en 2032. En fait, la question de fond, c'est est-ce que ces tours, c'est que du business, d'ailleurs parfois un peu opaque, ou aussi de la géopolitique et du soft power. Eric Trump, le fils qui gère ces projets, assure qu'ils n'ont aucun lien avec la politique de papa, mais certains observateurs pensent le contraire. En Géorgie, par exemple, là aussi, ce serait la tour la plus haute, le projet pourrait bien illustrer le rapprochement entre les deux pays. Bref, je m'arrête là avec une question quand même qui me taraude. Est-ce que vouloir à tout prix avoir la plus grande tour, c'est pour compenser un quelconque complexe? Je vous laisse dessus. Mais je sais ce que vous voulez dire par là, Théophile. Bon, on va chercher. Merci en tout cas, Théophile. On va enchaîner avec vous, Marie. Voilà donc qu'un nouveau type de tourisme se développe en Chine, c'est le tourisme médical. Oui, ça fait une bonne décennie que l'État chinois travaille à ça, et ça y est, il y aurait le début d'un frémissement, d'un phénomène de migration assez particulier. On voit des Russes, des Asiatiques du Sud-Est, mais aussi plus loin des États-Unis, des Canadiens, des Européens qui débarquent en Chine pour se faire soigner dans les hôpitaux les plus modernes du pays. Hôpitaux dont le personnel parle anglais, utilise des équipements de pointe. Il y a un témoignage qui a été très relayé par les réseaux sociaux chinois. C'est celui de Amy, une Britannique qui souffrait de douleurs abdominales. So I'm going to China next week on my own, and I'm going to go to Beijing. I'm going to see a specialist, and I'm just going to see if we can get all the diagnostics and stuff. This is so weird. I've never ever done this before, but it's just infinitely easier to get stuff in China. Elle s'est fait diagnostiquer, examiner, soigner donc dans un hôpital public de Pékin pour un total de 350 €. Même en comptant l'aller-retour en avion, c'est moins cher que chez moi, a-t-elle expliqué, et surtout plus rapide, parce qu'au Royaume-Uni, Amy, elle désespérait, ne serait-ce que de décrocher un rendez-vous avec un médecin spécialiste. Elle fait donc partie de ce 1 300 000 patients étrangers accueillis en Chine l'année dernière. C'est rien par rapport aux 1,5 milliard d'habitants de la Chine, mais
Ce qui est marquant, c'est que c'est un phénomène qui augmente très très rapidement. En 3 ans, plus 74%, c'est une source des médias chinois. Médias qui s'en réjouissent parce que déjà ça nourrit le récit de la propagande chinoise qui adore raconter que les États-Unis sont un pays précaire où une maladie grave peut vous ruiner tellement le système de soins est coûteux. Et puis surtout, c'est le développement pour la Chine d'un nouveau secteur économique. La Chine ne veut plus être l'usine du monde, elle veut aussi développer les services dans des branches stratégiques comme la santé. Comme d'ailleurs ses voisins thaïlandais et sud-coréens le font déjà, il y a déjà beaucoup de tourisme médical dans ces pays. La Chine, donc, elle développe carrément des villes soins, des villes hôpitaux, comme sur l'île de Henan, avec des facilités de visa accordées aux étrangers qui viennent. Elle a aussi un autre atout, c'est l'attrait de la médecine traditionnelle. Tant qu'à aller en Chine, on peut faire les deux, aller se faire opérer de la myopie et puis compléter avec des soins de médecine chinoise. Reste que sous les vidéos d'Amy, c'est intéressant, on lit quelques voix de Chinois qui la voient et qui sont assez courroucés, qui critiquent ces étrangers qui viennent profiter de nos hôpitaux publics financés par les contribuables chinois. Alors, c'est juste des commentaires en ligne, mais ce sont des critiques qui sont notables parce que dans un contexte où les réussites de la Chine rencontrent d'habitude un unanimisme, au moins de façade. Merci Marie, merci docteur. Merci à tous les amis, merci de votre fidélité. À demain, 20h05, on se retrouve pour le club de 28 minutes. Tchuss. La plus longue semaine.